Bonjour, voilà, après une petite pause en ce début d'année un chouïa mouvementé, me revoici aux manettes du podcast. Alors, un aperçu du programme pour les mois à venir. Je continue à me laisser guider par mes envies, acquérir de nouveaux savoirs, m'enrichir de nouvelles perspectives et puis donner davantage la parole, écouter, mûrir l'art du dialogue. Alors, dans l'immédiat, je t'annonce une série d'interviews avec d'excellents bitcoiners francophones en marge de la lecture du Trésor de Michael Saylor, le nouveau livre d'Anil Patel. Anil Patel, tu sais, mes tout premiers contenus sur cette chaîne, c'était des traductions de ces superbes présentations PowerPoint. Puis j'ai traduit ensuite le volet psychologie de son manuel du Bitcoin. Et puis avec Thomas Strollheit et lui, on avait enregistré un épisode sympa de la Bitcoin Roundtable pour Plan B Network. À l'époque, Anil finalisait cet ouvrage qu'il nous décrivait comme une sorte de compilation des enseignements phares de Saylor. Et moi, dès qu'il s'agit de synthétiser des enseignements clés et de les illustrer, je sais qu'Anil fait toujours un boulot extraordinaire. Alors je lui avais proposé de le traduire et de le lire sur le podcast. Et nous y voilà. Le manuscrit est entre les mains de Consensus Network et je vous en propose d'en commencer la lecture aujourd'hui. Pour commencer, voici un portrait rapide de Saylor pour celles et ceux parmi vous qui le découvriraient à peine. À 61 ans, chef d'entreprise américain rare survivant de l'éclatement de la bulle Internet, Saylor compte parmi les vétérans de la tech. Stoïcien au cuir solide, homme cultivé, féru d'histoire et de science-fiction, Saylor a suivi au MIT une formation d'ingénieur en aéronautique et étudié l'évolution des paradigmes scientifiques et technologiques. Après avoir avantageusement prédit le succès d'Apple et de son iPhone, il se méprend complètement sur Bitcoin qu'il balaie négligemment d'un revers de la main en 2013. En 2020, l'inflation galopante le contraint à étudier plus sérieusement le sujet, et bien lui en prend. Il y trouve en quelques semaines à peine la solution à ses problèmes, plonge dans le terrier du lapin Bitcoin qu'il explore de façon obsessionnelle. 6 ans plus tard, il contrôle près de 18 000 bitcoins à titre personnel et environ 850 000 à travers sa société Strategy. Ouais, et à 100 000 $ le bitcoin, ça fait beaucoup d'argent, énormément de sound money. 4% des 21 millions plafond de l'offre de bitcoin. Avec sa société Strategy, Saylor s'est mis en tête de siphonner les réserves de capital de la finance traditionnelle. Par quels moyens ? Eh bien, il s'appuie sur la volatilité à la hausse de sa gigantesque réserve de Bitcoin pour déployer un éventail grandissant d'instruments financiers tous outrageusement plus attrayants les uns que les autres. Une offre apparemment assez irrésistible qui concerne toutes les catégories d'investisseurs. J'en profite pour rappeler que BTC Touchpoint ne prodigue aucun conseil financier. La chaîne poursuit une mission 100% éducative. Donc, pour revenir sur le phénomène stratégie et le décrire dans un registre un peu plus imagé, disons que c'est comme si Saylor installait toute une plomberie avec les tuyaux de bon diamètre et les robinets ad hoc pour permettre à des poches massives de liquidité du système financier traditionnel de se déverser progressivement dans le système Bitcoin. Alors on parle bien sûr d'une tuyauterie très complexe, une ingénierie financière que je serais bien incapable de te décrire. Mais il y a des gens, je pense notamment à Théo Mogenet et Richard Détente, qui arrivent à très bien décrire et vulgariser la chose. Donc voilà, dans un registre plus guerrier, on retrouve ici avec Strategy la figure classique du cheval de Troie que la cité fiat laisse naïvement pénétrer dans son enceinte. Cela semble correspondre point pour point au scénario d'attaque spéculative que Pierre Rochard prophétisait en 2014. Mais les gardiens de la cité fiat sont-ils vraiment si naïfs ? Et est-ce vraiment la voie qui mènera à l'hyper-bitcoinisation ? Les bitcoiners s'interrogent et leurs avis tendent à se polariser. D'une part, les admirateurs de Saylor louent son audace, son intelligence et soulignent toute l'ingéniosité des produits Strategy.
De l'autre, ses détracteurs ne voient plus dans Saylor que l'ombre du pirate qu'il était en 2021. À leurs yeux, l'homme a rejoint la tristement célèbre liste des grands bitcoiners maximalistes déchus. Avec amertume et colère parfois, il déplore les agissements, la communication et le marketing indigne de ce prétendu stoïcien, incohérent avec la vision qu'il projetait jadis. D'après eux, l'affaire est classée. Saylor s'est livré au système Fiat qu'il promettait de combattre, et il l'a fait soit délibérément, soit dans une forme de déni assez tragique. Le sujet est d'autant plus important que cette situation cristallise les enjeux et les tensions au cœur de la mutation actuelle de l'écosystème Bitcoin. L'heure est à l'adoption institutionnelle de Bitcoin, on l'a bien compris, et sa portée stratégique et géopolitique ne fait plus débat. Ça a été tellement vite. Et dans ce contexte, on peut légitimement se demander dans quelle mesure le potentiel transformateur de Bitcoin, tel que l'ont imaginé les cypherpunks et les premières cohortes de Bitcoiners, dans quelle mesure ce potentiel va-t-il pouvoir s'exprimer ? Comment ? Sur quelle durée ? Dans quelle modalité ? Révolution ou lente imprégnation du système Fiat ? Auprès de quel compromis ? De quel renoncement ? C'est un peu la question de fond du moment. J'ai pas la réponse, et je doute d'ailleurs qu'il y en ait une seule et unique. J'ai bien ici ou là un avis sur Saylor et sur sa trajectoire actuelle. Clairement, je suis admiratif de l'homme et de son travail, et très reconnaissant pour tout ce qu'il a partagé. Cela ne m'empêche pas de reconnaître le risque non nul qu'il parte en vrille, en dérapage. Lui-même s'est déjà exprimé avec lucidité sur cette possibilité, sur le risque permanent de faillibilité humaine. Le risque de capture et d'étouffement partiel du potentiel de Bitcoin par le système Fiat est bien présent aussi. Je doute fort que la plupart des prétendus bitcoiners qui gravitent autour de Trump soient d'authentiques défenseurs du protocole Bitcoin et des libertés qu'il promet. Tout au plus, je peux apporter quelques éléments de réponse, mais mon analyse reste assez superficielle. D'où la génialissime idée d'inviter, en marge de cette lecture podcastée, un panel d'experts, des individus bien infectés par le virus, si tu préfères, pour recueillir leur avis. Voilà comment je vais procéder. Le livre comprend 5 parties. Énergie, monnaie, fortune, patrimoine, réseau et Bitcoin. Moi, je me débrouille pour interviewer des gens compétents sur chacune de ces thématiques et je les interroge sur Saylor. Qu'est-ce qu'ils pensent du bonhomme, de sa personnalité, de sa pédagogie, de sa trajectoire, de ce qu'il construit, etc. Ça nous permet de croiser ensemble tous ces points de vue. Alors, l'excellente nouvelle, c'est que pour la première partie intitulée « Énergie », un magnifique trio a répondu à mon appel. C'est du très haut niveau. Alors, je vais faire durer le suspense un instant, en te laissant ces quelques indices. Le premier, un dealer du TXO taoïste, gère admirablement bien son entropie. Le second, chasseur de gigawatts invétéré, évolue dans les forêts primaires où il se ferait un chemin à la machette. Quant au troisième, il s'emploie chaque jour à coller une pression de fou à tous les mous du bulbe pour faire sauter les verrous. Alors, est-ce que tu as trouvé ? Notre moine taoïste, dealer du TXO, c'est bien sûr Pierre Noisat, fondateur de Paymium et auteur du livre Énergie, face cachée de la monnaie. Donc je pense que les deux sont complémentaires. La meilleure façon effectivement d'appréhender Bitcoin, c'est sans doute d'écouter successivement d'abord Antonopoulos pour les aspects un peu macro-sociétaux et ensuite Michael Saylor sur les aspects plus monétaires et économiques. Je pense que c'est les meilleurs pédagogues en anglais, en tout cas, qui puissent exister sur le sujet. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus et tu as raison de le citer aussi. Le baroudeur à la machette, bien sûr, c'est Sébastien Gouspillou. Il y a largement de quoi faire travailler tout le mining mondial sur ce surplus, très largement. Ouais. Rien qu'en France. Et notre lobbyiste de service, Sébastien Destock. C'est vrai que sa force, elle est là quand même. Hein, c'est de faire passer des concepts qui sont relativement abstraits pour la plupart des gens, avec des images assez fortes. Des fois, ça peut être un petit peu une limite, parce que pour ceux qui sont vraiment beaucoup plus techniques, on se dit, bon, là,
ça en devient presque caricatural, mais en même temps, c'est une sacrée force parce qu'il peut emmener beaucoup de gens comme ça. À E3, il rassemble une vaste compréhension de l'énergie et une expérience phénoménale de sa mobilisation et de son utilisation dans le minage de Bitcoin. À E3, il nous apporte l'éclairage des sciences pures, des sciences appliquées, des enjeux techno-économiques sur les terrains les plus variés qui soient, et le prisme politique et institutionnel. Ça promet, non ? Donc pour chaque partie, j'interviewe les experts, je rediffuse l'intégralité de ces conversations sur la chaîne et j'en insère quelques extraits autour de chaque lecture du Trésor de Michael Saylor. Ta mission à toi, c'est de booster cette série au maximum, de liker, partager, retweeter chacun des épisodes et des interviews que tu juges intéressants. Merci d'avance. Voilà qui conclut cette longue introduction à cette nouvelle série. J'espère que ça va te plaire. Le texte est bon, Anil a fait un super travail. Chaque partie est originale, accessible, divertissante et riche en enseignements.